François de Florisiours, que faites-vous à la SNCF? Quel est votre périmètre? Sur quoi travaillez-vous? Alors, effectivement, mon titre est un petit peu long, mais pour résumer, je m'occupe de tout ce qui va être emploi, parcours de carrière, compétences, développement des compétences aussi. C'est important d'avoir l'ensemble de ces éléments-là. Et j'ai la chance également, et c'est pour ça que je viens avec 365 Talents, d'avoir la MOA SIRH dans mon périmètre, puisque notre SIRH a une base dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est la compétence. Tous nos processus ont la compétence comme base, en fait. Et comment est-ce que ça a été introduit à la SNCF, ça? Alors, on va faire la petite histoire. Ouais. La petite histoire, elle part de François Noguet, ex-DRH de la SNCF, qui a été DRH chez Areva. Enfin, certains peut-être le connaissent. Ouais. Il est un peu connu. Et en 2020, alors non, L'Oréal n'a pas été doucement, hein, je confirme, on a à peu près le même timing que vous. En 2020, François Noguet a une idée. Enfin, une idée. Il nous dit, la compétence, c'est l'avenir. Aujourd'hui, à la SNCF, en 2020, on ne sait pas trop gérer les compétences. On est un énorme groupe. Mais pour lui, demain, c'est la clé pour gérer les RH. Sauf qu'il nous dit aussi, je ne sais pas du tout comment on fait. Aucune idée. Pourtant, c'était un homme de vision, un homme, etc. Et effectivement, en 2020, je fais un certain nombre de benchmarks, je rencontre plein de grosses boîtes et tout le monde me dit ouais, c'est l'avenir, c'est génial. Comment on fait? On n'en sait rien. Donc on est parti de là. Dans un groupe, alors j'ai mis une petite slide, hein, mais pour que vous vous rendiez un petit peu compte, parce que tout le monde connaît SNCF dans la salle, alors pour des bonnes et des mauvaises raisons. Le drame d'hier est une mauvaise raison. On en a beaucoup de bonnes aussi. En tout cas, il faut savoir que SNCF, au-delà de ce que vous voyez, les TGV, les TER, etc., c'est un groupe avec différentes sociétés. Donc voyageurs que vous connaissez tous, réseau qui entretient le réseau, la partie Gare et Connexion qui s'occupe de tout l'entretien des gares et tous les commerces en gare. C'est un GIE, c'est une holding. C'est, alors, Exafret Technis, vous connaissiez, non Fret. Alors, il s'est passé plein de choses, on a dû créer 2 nouvelles sociétés. Et c'est aussi 400 filiales. C'est Keolis, c'est Geodis. Ça, Geodis, vous en avez entendu parler pendant le Covid. Hein, on a transporté les masques, on a transporté tout ça. Donc c'est plus de 40 milliards de chiffre d'affaires, 40% à l'international. Donc voilà, c'est pour resituer un petit peu ce que c'est qu'SNCF. Je pense que c'est important. 150 000 salariés sur le ferroviaire, 250 000 sur l'ensemble du groupe, et plus de 150 métiers rien que sur la partie ferroviaire pour faire simple. Et là, donc, vous avez une démarche qui prend en compte dès le début toutes les parties prenantes. C'est-à-dire vous cherchez quelque chose où les employés, les managers, les partenaires sociaux, les équipes RH trouvent leur compte. C'est quoi cette démarche alors ? Tout à fait. Alors, on parle bien de démarche, on ne parle pas d'outils. Je me retrouve aussi dans ce qu'a dit L'Oréal juste avant, en fait. C'est avant tout une démarche, avant d'être un outil. C'est aussi un projet production, financier aussi, on va en parler. Hein. Je pense qu'on va parler au ROI, on va me poser la question, donc je l'ai préparé. On parle effectivement business. Et surtout, on parle ensemble de l'entreprise. Alors, dans ce qu'a dit notre ami Bernard Juliet, je me retrouvais bien dans les 2 premiers points, pas dans le 3e. Nous, on a décidé dès le début qu'on allait lancer en grand sur l'ensemble de l'entreprise, en fait. Faire un POC à un endroit, un petit lancement, en fait, on s'est dit, à quoi ça sert finalement ? Nous, notre objectif, c'était quand même, effectivement, de fluidifier la mobilité, de désiloter. On avait des entreprises, je crois que je l'ai mis là, mais on avait des salariés à une époque qui effectivement rentraient à SNCF pour passer leur vie à la SNCF et toujours dans le même métier. Ça n'existe plus aujourd'hui. Alors déjà, depuis 2020, on ne recrute plus que des CDI. On est des sociétés anonymes comme vous tous. Donc on a des salariés qui ont d'autres envies, qui ont envie de faire des parcours de carrière, qui ont envie d'évoluer dans la boîte. On a l'allongement des carrières, hein. Je vais rien vous apprendre, hein, mais la retraite est de plus en plus lointaine. Alors nous, on a la particularité, alors peut-être pas comme tout le monde, mais d'avoir quasiment 70% de nos métiers qui sont à pénibilité. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui se projette dès le début de carrière en se disant je vais passer toute ma vie sur un métier à pénibilité jusqu'à ma retraite à 64, 67 ans, etc., c'est pas possible. Donc
là où beaucoup d'entreprises, comme nous, avaient une promesse employeur en disant c'est génial, vous allez pouvoir faire des parcours, etc., c'était vraiment dans le discours. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est aussi rendre ça réel. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est pas juste une promesse. Un salarié chez nous, il a un univers de 150 métiers, voire plus, puisqu'on est en train d'étendre la démarche à tout le groupe. Donc, il sait qu'il va pouvoir évoluer, il sait qu'il va pouvoir avoir une vraie carrière. Et comment ça se passe pour lui? C'est-à-dire qu'il a accès à une information, déclaration de compétences. Ça se passe comment? Alors, la démarche, effectivement, tu le disais tout à l'heure, s'adresse aux salariés, aux managers, aux RH. On n'a pas des démarches différenciées, en fait. C'est la même démarche globale. Et effectivement, le salarié est au cœur. Là aussi, L'Oréal le disait un petit peu, il faut que le salarié puisse être acteur. Alors ça aussi, c'est un terme, on entend depuis des années, le salarié acteur. Sauf que le salarié, à un moment, si on ne lui donne pas les clés, il aura beau essayer d'être acteur, il ne peut pas. Donc nous, effectivement, on a donné les clés aux salariés. Donc tous nos salariés, alors 96%, moi on n'est pas à 100%, 96% de nos salariés ont un profil dans l'entreprise, un peu comme un LinkedIn, avec ses compétences, ses expériences, ses formations, tout ce qui va tourner autour de son profil. C'est visible, c'est créé et c'est visible de tous. Ensuite, ça ne suffit pas. Ce qu'on va donner à partir de là aux salariés, c'est toutes les opportunités qu'il peut avoir dans sa carrière. Que ça soit sur, on va dire, l'opportunité très court terme, le prochain poste. Très concrètement, voilà, on a une bourse, on en parlait, on a un peu plus de 6000 postes disponibles de manière permanente. La bourse qu'on a ouverte maintenant au groupe, donc on est sur 250 000 salariés qui voient l'ensemble des offres. Et du coup, en fonction de ses compétences, de son profil, on va lui pousser un certain nombre d'opportunités qui vont lui permettre d'évoluer. Vous les poussez. On pousse les opportunités. Vous faites des propositions. Voilà, on pousse les opportunités. Et ce qu'on fait aussi, c'est, alors peut-être que tu pourras mieux en parler que moi, mais on va faire ce qu'on appelle du matching. C'est-à-dire qu'on a des opportunités qui matchent à 100%. Donc c'est que le salarié, grosso modo, si demain il devait prendre ce poste-là, il peut le prendre. Et on a des opportunités qui matchent à 80, 70, 60%, donc un peu plus lointaines. Et là, on a différents dispositifs. On a évidemment, on va aller lui pousser ce qui va lui permettre d'atteindre le 100%, donc soit de la formation, du développement, du coaching, enfin on a un certain nombre, comme vous tous, je pense, de dispositifs derrière. Et on va même aller un petit peu plus loin, l'accompagner en disant, voilà, si tu envisages un poste, pas le suivant, mais celui d'après, donc dans, je sais pas, 7, 8, 10 ans, que ça t'intéresse, que le poste est en croissance, puisqu'en fait on lie tout ça avec notre GEPP, donc on sait les postes qui sont en croissance, etc. À ce moment-là, on va cofinancer la formation avec toi. C'est-à-dire qu'on paye à 100% les formations du poste et on cofinance une vision à moyen terme, en fait. Et quel est le système qui permet ça? Parce que pour arriver à pousser sur un tel nombre de gens des offres crédibles et bien articulées, on fait comment? Alors, je peux répondre. Déjà, bonjour, donc je m'appelle Enda, je travaille chez 365 Talents, enchantée. Et Enda, vous avez la gentillesse de venir, puisque la personne qui était prévue a un problème de santé, et voilà, on s'est parlé hier. Hier, exactement. Hier. Donc, j'ai fait appel à des compétences d'adaptabilité exceptionnelle, bravo. Et en même temps, votre métier, c'est aussi les new business. C'est-à-dire, vous savez, dans le domaine des managements de grands comptes, il y a des gens qui tournent sur des comptes existants et tout, ok. Puis il y a des gens qui vont chercher les leads, les nouveaux comptes. Et ça, c'est pas le plus facile. Alors, c'est pas le plus facile, mais c'est, je pense, ce qui me correspond le mieux. Et c'est vrai que moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les entreprises se posent une question, c'est pourquoi je dois aller vers la SBO, en fait. C'est la vraie question, et bon, on pourra en parler tout à l'heure, mais juste pour rebondir sur ce que disait François, nous, en fait, l'objectif chez nous, c'est justement d'accompagner les entreprises à devenir des organisations basées sur les compétences, évidemment. Pour ça, en fait, on va faire 3 choses. La première étape, qui est vraiment très importante, c'est qu'on va d'abord travailler sur la partie socle, c'est-à-dire les référentiels compétences et métiers. Alors, j'imagine que dans la salle, la plupart d'entre vous ont déjà créé des référentiels compétences. Le souci, c'est que dès lors où on les crée, ces référentiels compétences, ils sont obsolètes. L'objectif avec l'outil, et je rejoins François quand il dit que l'outil, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important, on est vraiment aussi dans une démarche, mais l'objectif que d'adosser ça à un outil, c'est de pouvoir le rendre dynamique
et justement de pouvoir travailler sur la durée. Donc ça, c'est la première étape. Donc on accompagne les entreprises à ça. On va pouvoir lier les compétences au métier, de manière à ce que le collaborateur, effectivement, quand il va déclarer ses compétences, quand il va aller regarder sa fiche métier, il va pouvoir voir, ah bah tiens, les compétences qui sont attendues sur mon métier, c'est celle-ci, celle-ci, celle-ci. Est-ce que je les ai toutes? Est-ce que je ne dois pas aller me développer? Et de fait, ce qu'on va faire aussi, et c'est la deuxième étape qui est très importante, c'est qu'on va s'intégrer en fait à l'écosystème de nos clients. Ça, c'est très important. De fait, on va aller s'intégrer avec les ATS, on va aller s'intégrer avec les LMS, de manière à pousser aux collaborateurs à la fois des postes ouverts, effectivement, mais qui vont être en correspondance en fait avec des souhaits de développement. De la même manière sur la partie formation, enfin vraiment, on va se lier à tout. C'est-à-dire que nous, 365 Talents, il faut nous considérer comme étant le hub de la compétence. On est presque le cerveau en fait sur la partie compétences. J'exagère un peu, mais pas tant que ça. C'est vraiment l'intelligence en fait de la compétence qui est importante. Et de fait, on va venir irriguer les différents systèmes d'information, et c'est ce que vous avez fait à la SNCF. Ouais, peut-être préciser. Effectivement, donc là, je suis avec 365 Talents. On a d'autres partenaires. Parce que l'idée était, quand on a lancé la démarche, on s'est posé la question SI, évidemment, c'était structurant, parce que faire tout ça sans avoir du tout de SI à l'échelle à laquelle on est, c'est pas possible. Là, je vais être franc, si vous êtes 3-4 000 dans la société, oui, faites un beau fichier Excel, ça va marcher. À notre échelle, c'était pas possible. Par contre, quand on a sondé le marché, on s'est aperçu qu'aucun éditeur sur le marché ne pouvait répondre de manière globale à notre besoin. C'est-à-dire encapsuler dans un même et unique outil l'ensemble de nos processus compétences et qu'on puisse répondre à nos salariés, à nos managers, à nos RH. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un appel d'offres en disant vous, éditeurs, vous pouvez faire des partenariats. Par contre, on a une exigence, c'est que le salarié ne voit pas qu'il y a plusieurs éditeurs. Donc aujourd'hui, effectivement, on a plusieurs éditeurs derrière notre outil. Par contre, un salarié, il connaît alors le nom Station C parce que c'est le nom que porte notre outil en interne, mais il ne sait pas qu'il y a plusieurs éditeurs derrière. Et on passe de manière fluide de l'un à l'autre. Alors effectivement, 365 Talents arrive à bien s'intégrer. On a du Altaïs aussi. On arrive à intégrer tout ça. Ça se passe très bien entre les éditeurs. Et effectivement, je pense que c'est une des clés. Parce qu'aujourd'hui, alors un jour, on va relancer un appel d'offres, c'est normal. Mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, sur le marché, il existe encore un éditeur qui sait tout faire de manière extrêmement performante sur tous les champs. On a des éditeurs qui sont plus ou moins performants sur chaque champ. Nous, on a préféré prendre les meilleurs partout. Voilà. Et comment réagissent les gens? Est-ce que déjà les salariés disent formidable, j'accours, les managers disent génial, ça va m'aider, et les RH disent quel métier merveilleux? Alors, on a eu plusieurs réactions. Oui. Alors, étonnamment ou pas, ceux qui sont rentrés le plus vite, le plus fort dans la démarche, c'est les salariés. Et en premier, les salariés exécution. Alors là, on est un petit peu différent peut-être par rapport à L'Oréal. C'est-à-dire que nous, on a dit, les salariés d'exécution, on les met même dedans et en premier. Parce que c'est eux qui ont besoin aussi de se développer, d'évoluer. Un cadre qu'on a recruté, 4 sup, l'évolution elle est possible, mais pas comme quelqu'un qu'on a recruté en bas de l'échelle et qui veut monter, etc. Donc les salariés, oui, ils nous ont dit, c'est super, déjà, je connais mes compétences. Mine de rien, les gens ne connaissaient pas, nos salariés ne connaissaient pas obligatoirement leurs compétences. Ils connaissent leurs expériences, les formations qu'ils ont passées, mais relier ça à une compétence, ce n'était pas une évidence pour eux. Donc déjà, ils étaient contents. 2, ce qu'ils nous ont dit, c'est génial, parce que je parle des compétences avec mon manager. Là aussi, alors, on a des entretiens annuels pour tout le monde, mais comme beaucoup de grandes entreprises, voire toutes. Mais finalement, ça restait assez partiel, ça restait vraiment sur le petit objectif, etc. Là, on change la donne, on parle de compétences. Et 3, les salariés nous ont dit, oui, mais en plus, je connais mes compétences et je sais comment les utiliser. Ça me sert, en fait. Ils ont vraiment trouvé l'utilité, donc ils sont partis à fond. Les managers, c'est un peu différent, parce que les managers, au début, on leur a demandé de bosser. Alors, manager, le problème, c'est que on cumule, on leur demande de déployer tous les grands projets, on leur demande plein de choses, donc au bout d'un moment, il y a un peu un surplus. Et au début de la démarche, on leur a dit, il va falloir bosser, et la valeur ajoutée, vous allez la voir, mais dans quelques années. Donc là, ça a été un peu plus dur à faire passer. Aujourd'hui, on n'a plus de problème avec les managers. Maintenant qu'on a récupéré toute cette data qu'il nous fallait,
qu'on a effectivement une IA qui tourne, qui permet d'apporter de la valeur, et vraiment on a des modules managériaux qui leur servent, plus de sujet. Ça a été un peu dur au début, mais plus de sujet. Finalement, ceux avec qui on a le plus de mal, c'est les RH. Malheureusement, ça arrive. Et si notamment, quelqu'un veut quitter la salle, n'hésitez pas. Ouais. non, mais notamment, on a un phénomène pas si étonnant que ça, où beaucoup de RH, mais on en parle souvent quand on parle d'IA aussi, hein, beaucoup de RH ont dit ouais, mais en fait, ça va remplacer mon métier, ça. Donc j'ai pas envie d'y aller en fait. Donc on avait un phénomène contre lequel on s'est battu au début, avec des RH qui continuaient à demander des CV par mail en parallèle de l'outil, etc. Truc typique. Après. Bon, il y a un discours qu'on entend souvent dans la presse, et je pense que nos RH, ça y est, ont passé le cap. C'est le discours qui dit, en fait, si vous ne prenez pas le virage actuel, effectivement, les premiers qui seront plus employables, c'est vous. Donc ils ont compris. Ils ont compris aussi que la démarche n'était pas faite pour réduire drastiquement les effectifs. C'est pas l'idée, pas du tout. Nos ROI n'étaient pas là, d'ailleurs. Donc voilà, donc ils s'y mettent aussi, mais finalement, c'était plus dur avec les RH. Et là, lorsque quelqu'un vient vous voir et qu'à un moment donné, vous vous dites non, ça, cela, il court à l'échec, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les conditions qui font qu'on est sûr d'échouer? C'est à moi que vous posez la question, Dominique. Vous me regardez. Bon, je vais faire un peu de redite, hein, c'est pas très grave, mais Laurel en a très bien parlé. Déjà, le vrai sujet, c'est le business. Quand je parle avec les prospects, et que je leur demande c'est quoi votre enjeu business et qu'ils ne savent pas me répondre, honnêtement, là, je me dis, bon, ils sont pas prêts, c'est pas pour tout de suite. Ça répond à votre question, Dominique, ou pas? Ça commence à répondre, mais c'est pas fini. Il y a plein de risques. En fait, il y a plein de risques à ne pas y aller. Voilà, je vais y aller comme ça. Il y a plein de risques à ne pas y aller. Un des risques qui est récent, j'ai envie de dire, c'est aussi tout ce qui est réglementaire. Enfin, on parle beaucoup de transparence salariale. Je veux dire, là, vous n'avez pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut y aller. C'est en juin, je crois. Sauf si ça a été décalé, je ne sais plus. La partie France en juin, voilà. L'Europe, c'est fait, mais il faut adapter. Exactement. Il y a, et ça, François en parlera beaucoup mieux que moi parce qu'il l'a très bien fait chez la SNCF, c'est vraiment cette notion de business et d'ROI. Donc, en fait, les questions qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai besoin d'aller recruter à l'externe et aller dépenser de l'argent? Est-ce que mes formations, elles sont bien allouées? Est-ce que je cible bien? Et est-ce que peut-être je ne fais pas des dépenses pour rien? Enfin voilà, pour moi, c'est ça les sujets qu'il faut se poser. Il y a quelqu'un que je connais dans une entreprise, je ne vais pas citer laquelle, qui vient me voir, qui me dit c'est la cata parce que les SI ne suivent pas. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas un gros sujet finalement de partenariat IT, RH? Complètement. Complètement, systématiquement, il faut qu'on puisse parler à l'IT et au RH. En revanche, après, ça c'est mon avis, il ne faut pas que les projets soient drivés par l'IT, sinon c'est échec direct. C'est, le sponsor, ça doit être le DRH. Et puis simplement, en fait, il faut faire comprendre à l'IT qu'on va juste venir faciliter les choses pour eux et on va venir s'intégrer de manière très simple à l'écosystème existant. Et puis une fois qu'ils ont compris ça, tout va bien. Et alors, vous évoquez le ROI. Finalement, vous dites, les gens, ils achètent. Les managers, au bout d'un certain temps, ils se rendent compte qu'il y a une valeur ajoutée. Après les équipes RH, vous avez fini par les convaincre. Maintenant, il y a la direction. Parce que la direction, ce qui l'intéresse, c'est d'anticiper, c'est justement de voir un certain nombre de choses. Comment est-ce qu'on présente une réussite de projet SBO à un board, un comité de direction? Alors, je dirais que oui, c'est les premiers à convaincre, puisqu'en fait, on ne lance pas le projet si on n'arrive pas à les convaincre. Donc, je dirais mon premier boulot sur ce sujet, ça a été effectivement d'aller convaincre que l'investissement qu'on allait mettre, qui est important, si on parle prix licence sur le nombre d'années, plus le projet, etc., on est sur plusieurs dizaines de millions d'euros. Oui. Donc, c'est très important. Effectivement, il faut avoir de l'objectif. Et d'ailleurs, pour ne pas se planter, il faut bien le ROI. Si on ne le connaît pas avant, on a toutes les chances de se planter. C'était la question que vous posiez. Mais, et là, j'ai envie de dire, je vous rejoins, le ROI dépend de chaque entreprise. Évidemment, moi, le ROI que je vais donner là, ça ne sera pas le même pour une autre boîte. Nous, on en avait plusieurs. Alors évidemment, on avait les indicateurs projets, je ne vais pas revenir dessus, les taux de complétude, etc. Mais bon, ça, on les a gardés pendant le temps du projet. Mais là, pareil, le directeur financier, il s'en fout.
Si je dis un directeur financier, mon objectif, c'est d'avoir 90% de taux de complétude des profils au bout de 6 mois, il va me dire génial, et alors voilà. Donc ça n'intéresse pas. Ce qui va intéresser la direction et le directeur financier en l'occurrence, c'est à quoi va servir mon projet pour accompagner la transformation de la boîte. On parlait de transformation tout à l'heure, nous on en a connu une grosse quand même. On a l'arrivée de la concurrence, on était quand même une boîte sans concurrence, c'était assez simple. D'un coup, on a des concurrents qui arrivent. On crée des sociétés anonymes alors qu'on était des épiques avant, donc des sociétés d'État, etc. C'était simple. On ne recrute plus que du CDI, alors qu'avant on avait un contrat cadre permanent, un peu, équivalent fonctionnaire. Bon, c'était très simple, plus que du CDI. Et on a une courbe de l'emploi. Alors, je dirais qu'il était en forte croissance, c'était super simple. Quand on recrute beaucoup, on n'a jamais de problème. Sauf que nos prévisions montraient que ça allait baisser. Alors, bon, on a rattrapé les retards Covid, etc. Donc, on recrutait encore ces dernières années. Mais si vous regardez les chiffres SNCF en recrutement, ça commence à baisser. Du coup, déjà, on avait besoin d'accompagner toute cette démarche, toute cette transformation. C'était la première chose. Après, d'un point de vue purement financier, comment on a fait ? Alors, vous avez parlé, je crois que j'ai même mis la phrase des bonnes compétences au bon endroit au bon moment. Nous, en interne, j'ai tendance à parler d'adéquation charge-ressources. En fait, moi, mon premier driver, mon indicateur premier, c'est est-ce que la prod a l'adéquation de charge-ressources pour réaliser ce qu'elle a à faire. Ça, c'est mon indicateur phare. En gros, si on n'est pas bon sur l'adéquation charge-ressources, on est mort. Puisque les trains, ils ne roulent pas. Donc, on va faire simple. Donc ça c'est vraiment important. Et ensuite, on s'est dit, en fait, comment on va mieux utiliser nos ressources en interne. Et là, les indicateurs, ils reviennent très vite. L'intérim, donc, qui est dans mon périmètre, on a un budget pluriannuel de 5 milliards d'euros en intérim. En gros, 1 milliard par an. Donc là, on s'est dit, en utilisant mieux les ressources, on doit pouvoir baisser cet intérim. Là, actuellement, sur les derniers chiffres, je suis à moins 15%. Je vous laisse faire les calculs. Le nombre de salariés sans poste, alors là, pour le coup, c'est une particularité chez nous. Oui. C'est-à-dire que, on a encore une majorité de contrats type fonctionnaire, entre guillemets, où on ne peut pas faire sortir les gens. Donc, quand on a commencé le projet, on avait un peu plus de 2000 personnes sans poste. Aujourd'hui, on est à 700. Donc là aussi, vous êtes vous êtes beaucoup des DRH, vous faites un salaire moyen à 70K chargé, vous faites le calcul, voilà. Meilleure couverture des postes aussi par de la mobilité interne. Ça paraît peut-être étonnant pour certains, mais j'avais dans un certain nombre de cas une société qui allait recruter des compétences, parce qu'on recrute quelqu'un, mais on recrute des compétences, et l'autre société à côté qui faisait sortir quelqu'un qui avait des compétences équivalentes. Sauf que ça ne se parlait pas, c'était pas transparent. Aujourd'hui, comme on a la visibilité sur tout et tout le monde, ce phénomène-là disparaît en fait. Donc on l'a quasiment plus en fait. Donc voilà, donc c'est quelques exemples, on a d'autres indicateurs, mais c'est quelques exemples assez parlants pour dire au directeur financier, l'investissement en fait, il va vite être rentabilisé. Merci beaucoup. On a quelques questions. Tiens, vous pouvez passer le micro, ce monsieur. Vous présentez brièvement. Alors Cyril Mouchon d'Airbus, enchanté, merci pour cette intervention. Et pour avoir travaillé le sujet il y a de nombreuses années, en fait, la difficulté à laquelle on a été confronté, on relance des démarches aussi dans ce sens-là, c'est en fait comment rendre dynamique en fait les référentiels de compétences et comment ne pas se perdre dans un nombre incalculable de détails sur le sujet. Alors là-dessus, on a travaillé en 2 temps. Je dirais un premier temps, un peu comme L'Oréal. C'est-à-dire qu'on a créé, alors il faut se resituer 2020-2021, l'IA n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui. Donc on a effectivement, dans mon équipe, j'ai mis des gens qui ont été voir les métiers et qui ont listé les compétences, etc. Et on est arrivé à 560 compétences à l'époque, donc on est vraiment aligné avec L'Oréal. Donc ça a été vraiment le premier travail. Et ce qu'on a fait en parallèle de ce travail, c'est qu'on a mis en place une gouvernance donc, qui est pilotée à mon niveau, au niveau groupe, avec les lignes métiers, avec les différentes sociétés, pour pouvoir s'assurer qu'on a toujours une mise à jour de ces compétences et qu'elles sont bien reliées au métier, parce qu'en fait, dans notre référence métier, chacun, alors ce qu'on appelle l'emploi repère chez nous, c'est la maille à laquelle on travaille, on a un certain nombre de compétences qui sont reliées. Ça, c'est le premier temps. Ça a permis de sortir des très bons résultats en termes de matching, en termes d'évolution, etc. Aujourd'hui, l'IA est arrivée.
Alors déjà, le travail qu'on a fait à l'époque, avec l'IA aujourd'hui, on l'aurait fait peut-être en 8 mois de moins, ou 10 mois de moins. On aurait gagné énormément de temps. Ça, je te laisserai en parler si tu veux. Mais ce qu'on fait aujourd'hui aussi sur notre outil, sur notre matching, c'est que certes, on prend en compte les compétences déclarées, évaluées, parce que tous les managers évaluent les compétences des postes, etc. Mais on va aller un peu plus loin avec l'IA qui va lire tous les profils des salariés, qui va lire toutes nos opportunités, que ce soit les postes, les emplois, repères, etc. Et qui va en sortir des compétences et aller travailler là-dessus pour être encore plus précis dans ce qu'on propose en fait. Donc en fait notre référentiel, oui, on a encore une base parce que ça aide nos salariés à les déclarer, c'est une aide, mais on va beaucoup plus loin en fait en utilisant la totalité de notre contenu avec une IA qui nous permet de le faire en fait. Avec des agents. Alors, on va en parler, c'est la question de l'avenir. Il ne fallait pas parler d'agent, je plaisante. Alors, non, l'agent IA, oui. Oui. Alors, j'embête régulièrement mes partenaires sur leur roadmap. Parce que voilà, c'est notre rôle quand on est client d'un mode SaaS. Je pense que notre rôle à tous, et je pense qu'on le fait tous, c'est embêter nos partenaires pour que leur roadmap soit bien orienté. L'agent IA, oui, mais pas l'agent IA pour l'agent IA. C'est pas fait pour juste mettre un agent IA pour se faire plaisir. Pour moi, sur cette partie-là, l'agent IA, il est important déjà pour simplifier encore plus l'accès des salariés, des RH, des managers, enfin de l'ensemble des acteurs à la donnée. Enfin, moi, j'embête 365, mais on y est presque en fait. En fait, on travaille dessus. Mais moi, dans l'idéal, mon outil demain, c'est une ligne comme sur Gemini, comme sur ChatGPT, etc. Là, on est encore sur un SIRH, alors, je ne dirais pas à l'ancienne, il ne faut pas exagérer, mais aujourd'hui, les salariés, dans la vie de tous les jours, ils ne vont pas sur des sites Internet, hein. Ils vont sur Gemini, etc. Donc, l'agent IA conversationnel, c'est déjà simplifié, mais c'est aussi, et ce que j'attends aussi de mon petit agent IA, c'est qu'il aille chercher et échanger avec le salarié pour récupérer un maximum d'infos. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on dit aux salariés, ils ont leur entretien avec leur manager, etc. Donc, ils mettent à jour régulièrement. Mais avoir un agent IA qui aille discuter avec eux tous les 3 mois, tous les 6 mois, qui leur dise bah, tiens, tu as fait telle chose, est-ce que ça t'a apporté des choses, etc. Là, on change un peu la donne, en fait. Et ça se travaille. On n'y est pas encore. Donc, on travaille avec différents partenaires. Mais je pense que c'est un des points d'avenir. Ouais. Et vous venez de répondre à la question, quel est votre rêve le plus fou, non ? J'en ai 2 en fait. J'avais celui-là, j'en ai un autre, parce qu'en fait j'ai très peu parlé formation jusqu'à présent et développement des compétences. Aujourd'hui on le fait dans notre outil, dans notre démarche, avec un matching qui donne un écart de compétences et on va aller pousser des solutions et notamment de la formation sur catalogue. Donc je pense que comme toutes les grosses boîtes, ou toutes les boîtes, on a un catalogue de formation avec des dizaines et des dizaines de formations, etc. Sauf qu'en fait, ça c'était la première étape. La deuxième pour moi, et ça faut qu'on le travaille encore plus, c'est adapter beaucoup plus mon contenu formation par rapport aux individus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en gros, j'ai 7% de ma masse salariale en formation. J'ai une masse salariale à 10 milliards. Du coup, aujourd'hui, certes, ça fait une grosse somme dépensée, mais je ne suis pas convaincu que cette somme elle soit optimisée. Pourquoi ? Parce que j'ai par exemple la formation initiale, L'Oréal en a parlé, j'envoie tous mes nouveaux embauchés tractionnaires, donc ceux qui conduisent des trains, ceux qui vont faire de l'électricité sur les voies, etc., je les envoie tous 1 an et demi en formation, ils font tous la même chose. Sauf qu'en fait, je ne recrute pas que des gens sortis d'école, je recrute des gens qui ont déjà de l'expérience. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de difficultés à adapter un contenu par rapport à un profil. Dans la formation continue, c'est la même chose. On fait tous, et on a tous des projets d'entreprise où on envoie des hordes de salariés faire des formations éthiques, RGPD, etc. Enfin, on l'a tous fait. Sauf qu'en fait, d'un salarié à l'autre, le besoin n'est pas le même. Et donc ça, oui, c'est un rêve, mais je pense qu'il va devenir assez vite réalité. En tout cas, on pousse là-dessus, c'est de se dire, en fait, j'ai d'un côté un contenu formation, j'ai pas un catalogue, j'ai un contenu formation, j'ai de la matière. De l'autre, j'ai un profil salarié avec des compétences, un besoin d'évolution, et j'arrive à faire matcher ça pour optimiser vraiment mon budget formation. Excellent. Une dernière question pour ce tandem de choc.
Merci beaucoup, Eda. Merci. Merci beaucoup, François, Merci à vous. pour nous montrer une SNCF